à l'international. Les États-Unis demandent à Israël de prendre des mesures pour améliorer la situation humanitaire à Gaza sous peine de restrictions potentielles sur l'aide militaire. En effet, hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont adressé un message sans équivoque au gouvernement israélien: résoudre la crise humanitaire à Gaza sous 30 jours ou faire face à de potentielles sanctions sur les livraisons d'armes. Un ultimatum qui met désormais Israël dans une position délicate, et ce alors que le pays fait face à des menaces sur plusieurs fronts, notamment de l'Iran et de ses alliés régionaux. La perspective d'un embargo sur les armes pourrait ainsi sérieusement compromettre sa capacité de défense. Je vous rappelle à ce titre que les États-Unis fournissent et financent plus des 3/4 de l'armement importé par Israël. En Chine, le gouvernement a annoncé ce matin l'augmentation prochaine des crédits disponibles pour son secteur immobilier en pleine crise et une aide à la rénovation d'1 million de logements. En effet, lors d'une conférence de presse à Pékin, le ministre du Logement, Ni Hong, a annoncé que les autorités vont notamment augmenter, je le cite, l'échelle de crédit des projets sur liste blanche à 4 000 milliards de yuan, soit 517 milliards d'euros, et ce d'ici à la fin 2024. C'est gigantesque, mais pas encore suffisant pour les investisseurs, tant le secteur immobilier est empêtré dans la crise, un secteur qui souffre depuis 2020 d'un durcissement des conditions d'accès au crédit pour les promoteurs immobiliers, ce qui a précipité au bord de la faillite des poids lourds du secteur. Toujours est-il que ces mesures viennent s'ajouter à celles déjà annoncées la semaine dernière, soit la baisse du principal taux directeur de 1,7 à 1,5%, alors que le ratio de réserve imposée aux banques a été réduit de 0,5 points pour atteindre son plus bas niveau depuis 2018, ce qui, in fine, devrait permettre de libérer près de 127 milliards d'euros dans le système bancaire. Or, pour les analystes, la croissance en Chine est désormais tirée par des subventions publiques qui financent les exportations, un remède qui n'est pas efficace sur le long terme et qui ne se réglera pas avec quelques discours et des mesures bancales. Au Japon, la probabilité d'une nouvelle intervention de la Bank of Japan est de nouveau au centre des préoccupations des investisseurs. Investisseurs qui s'attendent à ce que le yen atteigne les 150 yens par rapport au dollar, voire même pire. Pour les experts, l'élément essentiel est de savoir si le yen dépassera ou non les 152 yens pour un dollar. Il s'agit en effet d'un niveau clé pour la devise nippone, car la dernière fois qu'il a franchi ce seuil, il a rapidement baissé vers les 160 yens pour $1. Je vous rappelle que les autorités japonaises sont intervenues sur les marchés en juillet lorsque le yen avait atteint son plus bas niveau depuis 38 ans face au dollar. Le yen pointait alors à 161,95 yens avant qu'une forte hausse ne le porte à 149,98 yens pour $1 à la fin du mois. Toujours au Japon, notons que le pays a enregistré un déficit commercial de 294,3 milliards de yens, soit 2 milliards de dollars en septembre, selon les données du ministère des Finances publiées ce matin, alors que les exportations ont chuté vers des destinations clés comme la Chine. Pour la première moitié de l'exercice budgétaire, d'avril à mars, le déficit commercial du Japon, ou ses importations soustraites à ses exportations, s'est élevé à 3,1 billions de dollars, soit 21 milliards de dollars selon le rapport préliminaire. En septembre, les exportations japonaises ont chuté de 1,7% par rapport au même mois de l'année précédente, ce qui constitue la première baisse de ce type en 10 mois. Les importations ont, elles, augmenté de 2,1% par rapport à l'année précédente en raison de la faiblesse du yen qui a gonflé leur valeur. On ignore si cette baisse inattendue reflète une demande plus faible dans d'autres économies, alors que les exportations vers d'autres pays asiatiques ont augmenté. Elle pourrait aussi être due en partie à des perturbations temporaires comme un récent typhon, mais le ralentissement de la demande mondiale reste une préoccupation à long terme pour le Japon, pays dépendant des exportations. Au Royaume-Uni,
l'inflation a fortement ralenti au mois de septembre, passant en dessous de l'objectif de 2%, et ce, pour la première fois depuis 3 ans. Les prix à la consommation ont augmenté de 1,7% en septembre par rapport au même mois de l'année dernière, en baisse par rapport aux 2,2% mesurés en août. Ces données, qualifiées de spectaculaires par les observateurs, sont inférieures aux 1,9% modélisés par les économistes et surtout inférieures aux prévisions de 2,1% de la Bank of England faites lors de sa réunion d'août. Dans le détail, les prix dans les services traditionnellement plus rigides montrent des signes de ralentissement, tout comme le marché du travail, avec notamment une baisse des salaires signalés mardi dernier. Autant de signaux qui permettent, selon les termes des experts, de voir la lumière au bout du tunnel dans la lutte contre l'inflation. C'est pourquoi les marchés financiers anticipent désormais une deuxième baisse de taux directeur à l'issue de la prochaine réunion de la Bank of England le 7 novembre prochain. Aux États-Unis, les principales grandes banques américaines ont fini de publier leurs résultats trimestriels et globalement, elles ont publié des résultats meilleurs que prévus, en grande partie grâce à un environnement de trading favorable. Notons également que les banques de financement et d'investissement sont à la fête, ce qui laisse augurer d'un retour des opérations de grande envergure de M&A. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers aujourd'hui, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et côté macroéconomie, on sera très attentif évidemment du côté de l'euro à la publication du CPI Core en zone euro, mais surtout c'est la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui sera scrutée de très près. Le consensus a modélisé une baisse de 25 points de base des principaux taux directeurs et notamment de celui de la facilité de dépôt que Tom Benoît estime être désormais le plus important et celui qu'il est nécessaire de regarder le plus près pour comprendre la stratégie de la BCE, donc 3,25% modélisé par le consensus. Enfin, cet après-midi, à 14h30, les investisseurs seront attentifs au marché, à l'évolution du marché du travail outre-Atlantique, avec notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine précédente et la publication concernant les niveaux d'activité américains avec l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Côté microéconomie, on sera attentif outre-Atlantique à la publication de Netflix qui publiera donc tout à l'heure. En France, c'est EssilorLuxottica, Pernod Ricard et Publicis Group qui seront scrutés de très près. Voilà donc pour ce qu'il faut regarder aujourd'hui. La géopolitique, évidemment, en fond sonore, pourrait également continuer à perturber les marchés. Ceci étant, je vous rappelle que la dernière information de taille, c'est l'ultimatum lancé par les États-Unis à l'encontre d'Israël, qui laisse désormais 30 jours à Israël pour négocier un cessez-le-feu, tout au moins réduire au maximum les conditions déplorables de vie des Gazaouis. Voilà, 30 jours, donc ultimatum lancé par les Américains. On va voir dans quelle mesure Israël répondra favorablement ou non à cette alerte. Je vous rappelle que les États-Unis, c'est 3/4 des armes qui sont envoyées à Tsahal. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur la planète finance. Et en Europe, les marchés financiers ont clôturé en ordre dispersé. Le CAC 40 et le DAX ont clôturé dans le rouge. Paris mis sous pression par les craintes autour de la Chine, craintes qui ont fait dévisser les valeurs du luxe et inciter Eramet à revoir à la baisse ses objectifs de production. Francfort s'est autorisé une petite respiration hier qui n'inquiète pas plus que cela les analystes, tant l'indice phare allemand a bien résisté malgré les faiblesses des marchés boursiers mondiaux et des rapports trimestriels décevants des entreprises européennes. Le CAC 40 a reculé de 0,4% à 7492 points. Le DAX a lui cédé un petit 0,18% à 19 450 points. À Londres, l'ambiance était différente, les investisseurs rassurés, alors qu'une décélération de l'inflation au Royaume-Uni est en cours. Barclays a noté que les différentes mesures de l'inflation des services sous-jacents auxquels la Bank of England a fait référence ont toutes vu un ralentissement des taux d'inflation d'une année sur l'autre. Résultat, le FTSE a gagné hier près de 1% à 8329 points. Aux États-Unis, les principaux indices actions clôturés dans le vert hier, bien aidés par les secteurs bancaires et aériens, les investisseurs ayant particulièrement goûté les publications des bancaires américaines qui ont publié des chiffres solides pour leurs banques de financement et d'investissement. Quant aux compagnies aériennes, elles ont profité de l'appel d'air de United
United Airlines qui a annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. Le Dow Jones a pris 0,79% à 43 077 points. Le S&P 500 a gagné 0,47% à 5 842 points. Quant au Nasdaq, il a lui avancé de son côté de 0,28% à 18 367 points. En Asie, ce matin, plombé par les valeurs des semi-conducteurs, le Nikkei a reculé de 0,69% à 38 911 points. Sur le marché des taux souverains en zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a fini en repli de plus de 5 points de base à 2,176%, tandis que son équivalent à 2 ans a reculé de moins de 5 points de base à 2,166%. À l'heure de la clôture à Wall Street, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a clôturé en baisse pour la 3e séance consécutive, passant de 4,037 à 4,015%. Son équivalent à 2 ans a reculé plus modestement, abandonnant 0,8 points de base à 3,942%. Enfin, sur le marché du pétrole, la prime de risque géopolitique s'est légèrement atténuée hier après les plongeons de la veille. L'incertitude régnant donc et les initiatives haussières ou baissières restent timorées. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre s'est légèrement replié, tout symboliquement, de 0,04% à 74,22$ l'unité. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate avec échéance novembre, il a lui reculé de 0,27% pour clôturer légèrement au-dessus des 70$ à 70,58$ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 17 octobre et juste après, nous allons retrouver Éric Seban et son traditionnel chronodax qui va nous expliquer si la petite respiration d'hier n'était qu'un épiphénomène. À tout de suite sur Téléfinance.